Ok, alors aujourd'hui, rétrospective de l'imaginaire sur Insidious, un film de James Wan sorti en 2010, et avec un scénario de son éternel camarade Leigh Whannell. Je sais pas trop comment ça se dit, mais enfin, voilà. Insidious, c'est un film que j'avais déjà vu, et donc c'était ma deuxième fois que j'ai regardé ce film-là. Puis, je crois que j'ai une opinion un peu plus favorable donc à ce deuxième visionnement. C'est vraiment un film qui utilise une ambiance, ou plutôt utilise un ton pour son film d'horreur qui est vraiment particulier, qui est unique, puis vraiment, je pense que même après sa popularité, même après que ça soit sorti, il n'y a pas vraiment de films qui ont répété cette ambiance-là, mis à part peut-être le film Malveillant, je crois que c'est en français, Malignant, qui était également un film de James Wan sorti 11 ans par après, donc en 2021. C'était un film qui, là aussi, avait cette espèce de dissonance-là un peu étrange. Je pense qu'on peut tout de suite en parler là en fait. C'est un type d'horreur qui est vraiment tout l'inverse de l'elevated horror. Donc si l'elevated horror c'était quelque chose d'un peu plus recherché, qui essaie d'être pris au sérieux, Insidious c'est tout l'inverse. Ça essaie vraiment pas d'être pris au sérieux. Au contraire, il y a un côté presque un peu théâtral d'une façon extrême qui rend l'ambiance très intéressante. Je sais pas si ça fait vraiment peur. C'est-à-dire, je sais pas si cet élément-là rend l'histoire un peu plus épeurante, ça rend certaines scènes plus terrifiantes qu'elles ne le seraient si c'était pas l'esthétique qui avait été recherchée, mais ça rajoute définitivement quelque chose à l'histoire. Particulièrement, je pense, avec le démon, on voit vers la fin. Puis à ce moment-là, dès qu'on le voit pour de vrai, ça prend un tournant presque, ça, je pense, théâtral. C'est déjà ce que j'avais dit avec The Others, mais là, c'est un autre type de théâtral complètement. On est plus dans le vaudeville, on est plus dans la comédie, mais c'est mélangé avec l'horreur d'une façon qui est assez harmonieuse, qui permet une ambiance qui fonctionne pour la majeure partie du film. Mais j'ai une certaine retenue, j'ai un certain commentaire un peu plus négatif à faire que je ferai par après, là. Mais quand on y pense, R.L. Stine, le fameux auteur des Goosebumps, des Chairs de poule pour les francophones qui sont ici, disait lui-même qu'il y avait un grand rapprochement entre la comédie et l'horreur. Puis c'est ce qu'on voit dans ce film-là, vraiment. Puis tant qu'à parler de comédie, autant tout de suite aborder les personnages et les performances dans le film avec nos deux chasseurs de fantômes qui sont vraiment ridicules. C'est comme un sidekick comédique, là, tout simplement, qui fonctionne assez bien, qui amène quand même quelque chose à la conversation. Je pense que ça allège l'histoire d'une façon qui est pertinente. C'est par exemple ce que manquait Conjuring, qui est sorti, je pense, 2 ans par après par James Wan et également avec un scénario de la même personne. Je ne prononcerai pas son nom. Voilà, ces deux personnages-là rajoutent vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un peu un hommage à Poltergeist, donc le film des années 80 qui reprend pas mal, c'est-à-dire Insidious reprend pas mal de ses codes, dont justement ces chasseurs de fantômes-là, sauf que cette fois-ci, ça se prend vraiment moins au sérieux, la majeure partie du film en fait. Donc on les voit avec tous leurs appareils de fantômes un peu ridicules. Donc ça, c'est deux personnages qui sont assez intéressants, avec évidemment, ils viennent avec le personnage d'Elise, qui va continuer à être un fan favorite, donc un personnage très apprécié de la saga Insidious tout au long de la saga, là. Donc je pense qu'ils sont rendus à 5 films, puis encore aujourd'hui, l'actrice qui joue Elise est encore là pour garder la saga en vie. Puis c'est un personnage qui justement rajoute un peu plus de sérieux, donc qui contrebalance les deux chasseurs de fantômes avec qui elle se trouve, et qui rajoute une certaine aura à tout ce qui entoure le lore de l'histoire, donc avec son aspect un peu plus fantastique, avec toutes les histoires de projection astrale, puis de l'au-delà. En tout cas, je pense que c'est un personnage qui est apprécié avec raison, qui permet de rendre l'histoire un peu moins ridicule, ou en tout cas, ça donne l'impression que c'est pas si ridicule les concepts qui sont amenés, même si au moment où on arrive à la deuxième partie de l'histoire, là, donc une fois que le personnage de Patrick Wilson est amené dans l'au-delà, ça devient ridicule, là. Mais c'est un ridicule qui est voulu. Donc le film est vraiment au courant que ce qu'il fait est absurde. Et justement, le fait de jouer avec ça, je pense que ça rajoute une certaine maîtrise, ou en tout cas, ça donne l'impression que l'histoire est un peu plus maîtrisée, que l'histoire, il faut pas la prendre au sérieux, puis ça fonctionne. Donc, est-ce que la partie dans l'au-delà, parce que là, je pense qu'on a pas mal entré dans le sujet, là, est-ce que la partie de l'au-delà fonctionne comme elle le devrait?
Est-ce que ça aurait pu être mieux que ça? Selon moi, oui, là, parce que c'est des scènes où on est dans le vide, puis il y a quand même on perd un peu le rythme de l'histoire dans dans ces scènes-là, même si ça continue à aller très rapidement. Si ce sont des scènes qui sont filmées avec pas mal de maîtrise, là, parce que c'est James Wan qui est à l'appareil, et James Wan est assez connu pour être quand même assez fort, sa capacité à nous faire peur avec des jumpscares. Ils sont toujours bien faits, ok? Même si c'est un film d'horreur moderne avec des jumpscares gratuits, il y en a dans ce film-là, évidemment, il n'y en est pas exempt, mais ce sont toujours des jumpscares qui sont bien faits. Donc, une fois qu'on arrive dans l'au-delà, les scènes sont soudainement filmées avec un Handycam qui flotte dans l'espace d'une façon qui est assez intéressante, d'une façon qui permet de faire le contraste entre l'au-delà puis la réalité. Mais c'est pas pour autant que ces scènes qui sont filmées dans le noir avec plein de brouillard permettent de nous convaincre de l'au-delà. Et selon moi, ça aurait pu être un peu plus inventif. Il aurait pu y avoir plus que ça. Je pense notamment à la maison du démon, ou en tout cas l'antre du démon qui se cache dans le grenier de la maison, de leur première maison. Cet endroit-là a un style qui est un peu plus avancé. En tout cas, ça devient absurde, mais ça a un style qui est un peu plus recherché, puis on voit que il y a quand même eu de l'effort au niveau des décors à ce niveau-là. Mais une fois qu'on retourne dans l'au-delà, encore une fois, on s'ennuie un peu plus. Ça devient un peu moins inventif, un peu moins intéressant. Mais donc, on saute de sujet en sujet. J'aimerais juste parler de un jumpscare. Je pense que vous savez duquel je parle, parce que là, on parlait du démon dans le film. C'est le jumpscare dans lequel Patrick Wilson a le démon qui est derrière lui, qui crie à notre visage. C'est vraiment un jumpscare qui fonctionne, qui est bien amené avec toute l'histoire que raconte la mère de Patrick Wilson, dont j'ai oublié le nom fictif, là. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est très bien amené, puis c'est une image qui est marquante. C'est une image que même au début du film, je crois que c'est alors que Patrick Wilson est dans sa classe, il est filmé comme de côté, comme si la caméra, en fait, ouais, c'est ça, pour expliquer un peu, il est face à la caméra. Donc, il n'est pas de côté, il n'est pas de profil. Il est face à la caméra, mais la caméra ne centre pas sur lui. Elle centre sur, juste un peu à côté de lui, juste à son épaule, comme s'il y avait quelque chose derrière son épaule. Et ça fait écho à ce qui va venir dans l'histoire. Puis ça, à un premier visionnement, je l'avais pas remarqué parce que j'étais pas encore au courant de comment allait se dérouler le reste du film. Mais à un deuxième visionnement, c'est vraiment frappant de voir comment c'est filmé à ce niveau-là. Selon moi, c'est un choix artistique qui peut paraître étrange au départ, mais à un deuxième visionnement, on comprend tout de suite ce que ça veut dire au final. Donc voilà, un super de bon jumpscare, probablement l'un des meilleurs de toute l'histoire du cinéma d'horreur. En tout cas, personnellement, je suis quand même un gros fan de James Wan, puis pour moi, c'est l'un des passages qui fonctionnait le mieux dans ce film-ci. Mais bon, voilà, il y a des scènes, ou en tout cas, il y a certains plans qui sont de trop lorsqu'on parle du démon. Donc, lorsqu'on parle de la face dans le jumpscare dont je parlais. Je pense notamment à un plan où on voit ses sabots. Il y a vraiment juste un plan sur ses sabots qui arrivent. Puis, c'était pas un marionnettiste très expérimenté qui a filmé cette scène-là, ou en tout cas qui était derrière les sabots, parce que ça nous sort vraiment de l'histoire. En tout cas, moi, tout de suite, je l'ai vu, puis j'ai lâché, là, parce que ça fait aucun sens comment ça bougeait. Il y avait ça créait aucun effet. Puis évidemment, ce qu'on voulait faire avec cette scène-là, avec ce plan-là, c'est de nous montrer l'absurdité du démon en question qui répare des pantins en écoutant Tiptoe Through the Window. En tout cas, c'est un concept qui est ridicule, puis on voulait nous montrer ce ridicule-là, mais en tout cas, personnellement, j'ai été vraiment sorti par ce plan-ci. Et un autre plan, un plan fait digitalement où le démon passe sur les murs de la maison alors qu'il poursuit le petit garçon dans le coma. C'est un plan qui aurait pu être intéressant, mais qui fonctionne pas du tout, justement parce qu'on voit très bien le CGI, on voit très bien que c'est animé, c'est de l'animation de synthèse, et c'est ça, je pense que vers la fin du film, le film souffre de montrer trop son monstre. Je pense que on aurait gagné à moins le voir. Donc évidemment, c'est une erreur qui a été déjà faite puis qui sera faite encore et encore. Mais voilà, il aurait juste fallu supprimer quelques petits plans dans le film. Ça n'aurait même pas modifié la cohérence des scènes, ou en tout cas très peu. Je pense qu'il y aurait eu moyen de remonter ça pour rendre ça plus réaliste, puis aussi qu'on voit moins le démon. Je pense que le film en aurait vraiment bénéficié. Puis quand je dis ça, je parle de vraiment
Peut-être le film aurait dû avoir à peu près une seconde, peut-être une ou deux secondes de moins, puis ça l'aurait enrichi le film, ça l'aurait rendu pas plus réaliste, mais en tout cas plus crédible d'une certaine manière. Et enfin, j'aimerais commencer par le début parce que c'est vraiment une rétrospective de l'imaginaire qui va dans tous les sens, puis je suis désolé, mais je veux juste parler de la prémisse avec la famille qui est comme au centre de l'histoire, le drama qui évidemment ne sera jamais son plus beau jour parce que c'est un film d'horreur, donc évidemment la dynamique entre les parents puis les enfants, ça va jamais être le centre de l'histoire, mais on réussit quand même à nous les rendre attachants, particulièrement les deux parents, là, puis on les voit un peu plus dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'on croit au début à être un cas de maison hantée. Les deux acteurs qui jouent les deux parents, je pense qu'ils réussissent vraiment à nous ramener un peu sur terre dans le film, en tout cas pour la première partie du film, donc je le vois vraiment en deux sections ce film. Puis au départ, c'est un peu plus ancré dans la réalité et ça fonctionne. Donc même si c'est des scènes que c'est pas de l'intérêt, là, je pense que quelqu'un qui va regarder ça souvent va juste vouloir être là pour avoir peur. Même si les scènes ne fournissent pas cet élément-là, c'est des scènes qui fonctionnent, qui permettent de nous mettre en contexte pour ce qui va suivre. Puis pour ce qui est des enfants, ben ils sont pas au centre de l'histoire. Donc il y a très peu de scènes dans lesquelles ils sont, mais pour le peu où ils sont là, c'est réussi. Donc je pense qu'ils donnent quand même une performance qui est satisfaisante, mais c'était une bonne décision de les laisser à l'écart dans le film, sans doute. Mais donc, au final, je pense qu'Insidious, c'est un film qui est assez bon. Il y a cette aura qui est assez particulière, qu'on retrouve dans aucun film moderne. Même si Conjuring est la suite logique d'Insidious, même si il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut associer entre ces deux franchises-là. Je pense qu'Insidious s'occupe vraiment une place particulière dans la façon dont l'horreur est abordée, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis les années 60. Je sais plus qui a parlé de Carnival of Souls, mais l'influence est assez claire dans le film, puis elle a été mentionnée par des gens qui faisaient partie de l'équipe d'Insidious. Et donc voilà, cette ambiance-là, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment peu dans les films modernes, puis c'est très bien exploité dans ce film-ci. Est-ce que c'est un film qui a changé la face de l'horreur moderne? Oui, étonnamment. Je pense que il faut apprécier ce film-là en lumière de cette information. Je pense que le succès de Insidious a déboulé vers l'horreur qu'on a aujourd'hui au cinéma. Et même si c'est pas forcément le meilleur film d'horreur de la décennie, je pense que c'est quand même un bon film d'horreur. Mais il faut vraiment être... disons qu'il faut accepter l'absurdité du concept, puis il faut accepter le ton qui est établi dès la première scène, avant le titre du film. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cette énième rétrospective de l'imaginaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.